L'homme fait pratiquement la une de la plupart des journaux ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais également ailleurs. Parce que la semaine dernière, il a eu le courage, en tout cas, d'annoncer sa candidature, du moins celle de son parti pour les présidentielles de 2016, alors que tout le monde sait que la problématique de ces élections reste toutefois un peu controversée ici en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Un homme, un concept qui est allé chercher pour vous quelqu'un que vous connaissez, que vous avez vu évoluer dans un parti ici en République démocratique du Congo, en l'occurrence le mouvement de libération du Congo. Maintenant, il vient de mettre en place son propre parti. L'invité de ce soir, dans le cadre de votre émission, est Jean-Lucien Boussa Tongba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. C'est vrai qu'on vous voit au Parlement, on vous entend très peu, contrairement aux précédentes législatures où vous étiez quand même active avec plusieurs propositions de loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu votre langue? D'abord, merci pour l'invitation. Merci aussi pour l'intérêt que votre émission porte sur les questions d'actualité, mais des questions qui intéressent les Congolais. Il est toujours intéressant que lorsque on est invité dans ces genres d'émissions qui font la une, que la question des Congolais nous préoccupe le plus. C'est vrai, lors des législatures passées, nous avons été au devant de beaucoup d'initiatives parlementaires, notamment en matière de contrôle parlementaire. Cette fois-ci, nous sommes dans le même Parlement, mais avec une configuration peut-être pas pareille, malheureusement, avec une pratique qui n'est pas assez différente. Et donc, les initiatives, nous les prenons, peut-être pas autant que la législature passée, mais l'intérêt pour le problème des Congolais est présent. Et les débats là-dessus. Oui, je crois qu'il faut de moins en moins parler de ces passés. Intéressant du reste. Vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il faudrait carrément mettre une croix par rapport à notre passé et... Non, je suis pas sûr qu'on puisse construire l'avenir avec le passé, mais qu'on puisse tirer les meilleures leçons du passé pour pouvoir construire le futur. Mais je voudrais quand même dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous intervenons opportunément. Lorsque vous voyez bien que certaines initiatives des députés ne sont pas conclues ou sont arrêtées nettes par la mécanique de la majorité de l'opposition, deux fois on se pose la question, où sont passées nos trois fonctions les plus essentielles. Alors on va parler encore très brièvement de ce passé. Est-ce que Jean-Lucien Boussa regrette de siéger au sein de ce Parlement qui apparemment ne fonctionne pas comme il le voudrait? Peut-être qu'il regrette, comme il aurait dû faire, comme d'autres l'ont fait, boycotter, de siéger au Parlement. Jean-Lucien Boussa n'est pas adepte des stratégies incohérentes. Je pense que nous avons été élus par nos compatriotes pour le représenter valablement au niveau des assemblées. Que ces assemblées ne soient pas efficaces, que ces assemblées ne jouent pas leur rôle en démocratie tel que souhaité par les citoyens. Et je pense que lorsqu'on est là-dedans, on doit se saisir de ces opportunités pour agir dans le sens de pouvoir obtenir des ajustements nécessaires. Moi, je ne suis pas adepte ni de la résignation, ni de la chaise vide. La résignation tue et la chaise vide fait disparaître. Donc je crois que c'est un débat, pour notre part, qui n'existe pas. Nous allons faire en sorte que notre contribution individuelle puisse permettre à l'ensemble de pouvoir tirer de leçons et de donner une nouvelle direction à la République. C'est le plus important. On va rester au sein de cette Assemblée nationale. Ça fait pratiquement quelques semaines que s'est ouverte la session du mois de mars, très attendue pour certains parce que le gouvernement, c'est l'imminence d'un gouvernement de cohésion nationale, comme l'a annoncé le chef de l'État, c'est pendant cette session, mais également on attend plusieurs autres matières, notamment, c'est pas inscrite, mais on parle de plus en plus de la révision constitutionnelle. Je le disais au début de cette émission, vous êtes depuis l'ex-secrétaire général adjoint du mouvement pour la libération du Congo, mais maintenant président du courant des démocrates et rénovateurs. On aimerait un peu avoir votre point de vue par rapport à cette révision de la Constitution, l'une des matières qui risque peut-être bien de figurer pendant cette session. Je pense que nous sommes une des rares républiques
où la Constitution est révisée au gré des intérêts des individus ou de quelques individus rassemblés qui gèrent le pouvoir et qui considèrent que l'enjeu du pouvoir, c'est de se maintenir toujours au pouvoir, même si on ne satisfait pas les intérêts des citoyens. Au CDR, notre parti politique, l'enjeu du pouvoir est de résoudre les problèmes des citoyens. Quels sont ces problèmes qui devaient constituer l'enjeu du pouvoir en République démocratique du Congo? Les citoyens congolais ne mangent pas bien, ou ils ne mangent pas du tout. Ils sont près de 70% à ne pas manger tous les jours. Voilà l'enjeu du pouvoir. Comment répondre à ces citoyens qui ont des demandes journalières de manger? Alors, l'hypothèse dont vous parlez, cette hypothèse est lancée dans le débat public. Mais est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que pour que le Congo se développe, on a besoin de modifier la constitution chaque fois qu'il y a des élections? Mais c'est une constitution qui est née qui est partie sur de mauvaises bases, née des belligérants de l'accord cadre de Sun City. Alors on peut dire que ce gouvernement qui est né de l'AFDEL, CPP-PPRD, est-il un gouvernement né de mauvaises bases et qui n'a pas le droit de citer? Ce gouvernement est né d'une agression régulière du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. C'est ça l'AFDL. On peut dire donc que les bases ayant été mauvaises, il faut que ce gouvernement ne puisse pas avoir droit de citer. C'est aussi la réplique que nous donnons, nous faisons à tous ceux qui spéculent de cette manière-là. Je pense que les constituants de 2005 ont posé le vrai problème. Qu'est-ce qui fait que ces pays traversent le mouvement d'agression, rébellion, etc. La cause première a été identifiée dans le fait du manque de légitimité des institutions. Pour trouver la réponse à ces problèmes récurrents de légitimité, le Congolais, à travers le référendum, plus de 85% voté pour, ont fait le choix du système démocratique. Et par rapport aux élections, ils ont choisi l'alternance démocratique comme le seul moyen d'accéder au pouvoir. Je pense qu'il n'y a personne qui peut le démentir. Maintenant, le constituant avait prévu, parce que connaissant les Congolais, ils ne sont pas respectueux des textes légaux, etc., on a dit verrouiller certaines dispositions constitutionnelles. Qui peuvent être déverrouillées. S'il vous plaît, allons-y d'abord dans la logique constitutionnelle qui existe. Si on est Congolais, on peut tout changer tous les jours et trouver des explications. Si on est sérieux, on respecte les règles des jeux démocratiques. Comme on est Congolais, on peut tout changer tous les jours. Parce qu'on croit que les Congolais, c'est tout ce qui est négatif. Ce n'est pas mon avis. Je pense qu'au Congo, on peut avoir des acteurs politiques exemplaires. Il faut respecter les citoyens. Et donc, je considère que ce débat est un faux débat. On n'en a pas besoin, ces débats-là. Je me demande même pourquoi on les suscite. Parce que la Constitution est claire. Il dispose que le mandat du président est de 5 ans. Et renouvelable une seule fois. Je suppose que le président Kabila, qui a toujours dit qu'il était le père de la démocratie, va respecter les règles des jeu élémentaires et donner aux Congolais pour la première fois dans leur histoire, après 1960, au moins que le pouvoir d'État soit obtenu en République démocratique du Congo par la voie des urnes. Point barre. C'est tout ce que les constituants ont voulu faire et ce que le peuple congolais a décidé de faire. Est-ce que veut-on donner aux Congolais la chance d'avoir l'alternance démocratique par la voie démocratique? C'est la question à laquelle il faut répondre. Si on n'en veut pas, on n'a qu'à le dire. On n'a qu'à le dire. Le CDR considère que je pense que l'alternance doit se faire. Certes, l'alternance pour l'alternance nouveau. Nous suggérons et nous proposons, pour notre part, qu'en 2016, il y aura une alternance, certes, mais nous allons proposer aux Congolais une véritable alternative pour que ça change dans le pays, et cela est possible. Donc, les débats sur l'article 220, où l'idée de pouvoir déverrouiller cette disposition en la modifiant, ce ne sera qu'un coup d'État par rapport
à la volonté des citoyens congolais exprimée en 2005. C'est lui qui a dit que 85% de Congolais ont décidé que le mandat du président de la République, l'indépendance des cours et tribunaux, le mode de scrutin, n'est-ce pas, plutôt le suffrage universel, ne devrait pas être remis en cause par quiconque. Je crois que c'est de la spéculation. Il faut dire qu'il n'y a pas que l'article 220, c'est qui est sur la sellette. On a vu également la CENI brandir la révision d'un certain nombre d'articles, je crois 197, pour la révision du mode de scrutin des élections provinciales. Je pense, vous ne trouvez pas que par rapport aux moyens, par rapport aux défis, au temps, certains articles également peuvent être révisés, pourquoi pas? Vous savez qu'on a une élite totalement médiocre, parfois à certains niveaux de responsabilité politique et publique. La médiocrité d'une certaine élite est telle que lorsqu'elle arrive au pouvoir, tout ce qui l'intéresse, c'est d'en faire plein les poches et oublie carrément les Congolais. Le peuple n'a pas besoin de cette gesticulation de la CENI. Le mandat de la CENI, c'est d'organiser les élections. Mais des vraies élections crédibles et transparentes. Voilà les défis de la CENI. Avec le moyen mis à sa disposition. Je vais en arriver aux moyens. Lorsqu'il fallait réviser la Constitution en 2011, faisant passer le scrutin présidentiel de 2 tours à 1 tour, les mêmes ont dit qu'il n'y avait pas de moyens. Mais ce sont les mêmes qui détournent les fonds publics. Ils sont plus milliardaires, plus millionnaires que les Congolais et les institutions congolaises. L'argent, ce n'est pas un argument. Arrêtons, arrêtons de passer le temps à évoquer des non-arguments. Ce n'est pas un argument. Si, d'ailleurs, M. Malou Malou propose 2 hypothèses. Monsieur a oublié l'hypothèse la moins coûteuse, parce que vous parlez des problèmes d'argent. L'hypothèse la moins coûteuse, politiquement explicable et juridiquement non à problème. C'est quelle hypothèse? Il faut terminer le cycle électoral déjà amorcé. Déjà, c'est à cause de la majorité au pouvoir, celle de 2006-2011, qui a modifié le mode de scrutin des élections du président de la République, qui a fait que nous ayons ce décalage d'élections de députés provinciaux. Parce que, vous savez, les élections de députés provinciaux, dans ce mode de scrutin de l'époque, s'est déroulé le même jour que le 2e tour des élections présidentielles. Donc, on n'aurait pas eu ces problèmes si la majorité au pouvoir de l'époque n'avait pas pris la responsabilité de modifier la Constitution. Voilà que ça nous rattrape. Deuxièmement, mais je disais qu'il a oublié l'hypothèse la moins coûteuse et la plus efficiente. C'est laquelle? Il faut terminer. M. Malou Malou et son équipe arrivent au pouvoir. Ils trouvent sur la table que les élections de députés provinciaux et les élections des sénateurs ne sont pas organisées. Et les sénateurs ainsi que les députés sont en dépassement des mandats. Il se pose donc un problème de légitimité pour ces institutions. Il fallait, c'est l'hypothèse qu'il n'a pas présentée, il fallait donc résoudre ces problèmes en envisageant l'organisation urgente des élections de députés provinciaux qui produiraient des sénateurs. Mais il fallait avant tout balayer tous les arriérés. Il y a eu des problèmes, la cartographie, on sait des problèmes qui étaient à la base des élections décriées par tous aujourd'hui. Il fallait commencer par résoudre. Vous savez, quand on a envie de faire mal, on trouve même l'époux sur la tête d'une personne qui a la tête rasée. C'est le cas actuel. Donc je vais dire, vous dites une proposition, c'est celle de dire, d'abord les élections de députés provinciaux. Pourquoi? Et rapidement d'ailleurs. Parce qu'on résout les problèmes de légitimité. Mais qu'est-ce qu'on fait du fichier électoral, de la cartographie? Il faut résoudre tout ça. Attendez, je termine. Il y a des questions d'options, il y a des questions de mécanique. On en est aux questions d'options, n'est-ce pas? Et par rapport aux questions d'options, il est clair et toute personne avertie, sauf en République démocratique du Congo, on croit qu'on peut mentir à tout le monde et tous les jours. Et c'est dire savant, n'est-ce pas? Il faut faire ces élections parce que si on a organisé ces élections, on a résolu le problème de légitimité des sénateurs, on ne touche pas à la Constitution et ça coûte moins cher. Cette hypothèse n'a pas été présentée, n'est-ce pas? Pourquoi on veut chaque fois créer des problèmes
politique au pays. Jean-Lucien Boussa, je reviens avec ma question. On sait tous pourquoi les élections en 2011 ont été décriées. Il y a eu ce problème de révision de fichiers, il y a eu la cartographie qui, selon certains, n'était pas bien. Maintenant, là, que la personne veut assez que tout soit au point, il y a un problème de temps. Il y a aussi les résolutions des concertations qui demandent un recensement. Il y a tellement des préalables pour mieux faire. Non, moi, je ne rentre pas dans ces flous inutiles. Si monsieur n'était pas capable d'assurer l'organisation des élections dans le meilleur délai, tout en réglant ses problèmes, il n'avait qu'à refuser d'occuper cette fonction. Mais c'est clair. C'est pas parce qu'on est nommé, le lendemain on commence à crier, voilà, j'ai trouvé tel problème, tel autre problème. Non, c'est irresponsable. Si on est incompétent, on démissionne, s'il vous plaît. Madame, il ne faut pas distraire le peuple congolais. On a besoin d'un fichier correct, c'est clair. Quand on l'a réclamé, les gens ont été tués sur le boulevard du 30 juin. Rappelez-vous, j'ai vu un jeune homme de l'UDPS avec un bras arraché. Parce qu'il a réclamé la révision du fichier électoral. On a refusé à l'époque. Donc je pense que ça, on veut distraire l'opinion. Aujourd'hui, il y a des questions d'options qui ne dépendent que des volontés politiques. Est-ce qu'on est capable d'organiser les élections provinciales, oui ou non? Vous le disiez tout à l'heure que vous aviez un peu les mains liées, il faut dire, à l'opposition. Vous êtes tellement minoritaire et la majorité tellement majoritaire. On se demande, ben oui, vous avez des propositions que vous trouvez facilement réalisables, mais si vous n'obtenez pas gain de cause, quels sont vos moyens de pression? Quelles sont les propositions que nous avons faites? Nous avons dit ceci. Puisque visiblement, M. Malumalu, et c'est la vie de tout le monde, en tout cas de toute l'opposition, veut nous amener tout droit vers le mur par ses propositions incohérentes et de nature à créer des problèmes politiques au pays à court et moyen terme, et que nous ne pouvons pas l'accompagner sur cette voie. Si M. Malumalu ne veut pas écouter la voix du citoyen, alors que des collègues sont en train de récolter des signatures pour le faire partir, le CNR dit ceci. L'opposition dispose des représentants à la CENI. Ils sont 4. Un représentant de l'UDPS, un représentant du MLC allié, un représentant de l'INC allié et un représentant du groupe des libéraux sociaux-démocrates. La loi électorale a été fondée sur 3 piliers. Ces 3 piliers avaient comme finalité ou soubassement l'idée de garantir un contrôle croisé pour une élection ou une gestion transparente de la CENI pour les élections crédibles. L'opposition a des représentants à la CENI. La question qui se pose au CDR est celle de savoir, voit-il les représentants de l'opposition, voit-il Malumalu se lancer dans une voie qui contrarie la Constitution, qui contrarie la volonté des citoyens qui veulent pas que la Constitution soit modifiée, mais que des élections soient organisées et éviter ainsi le spectacle qu'on a vécu en 2006 comme en 2011. Vois-tu cela? Si les délégués de l'opposition au sein de la CENI n'accompagnent pas Malumalu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complices de tout ce qui se passe, parce que la gestion est en collégiale, ou s'ils sont simplement distraits, alors la représentation de l'opposition au sein de la CENI ne vaut plus la peine. D'accord avec les pétitions, mais la voie la plus facile pour l'opposition, c'est de retirer ses représentants à la CENI. Jean-Lucien Boussa, vous venez tout à l'heure de dire que vous n'étiez pas partisan de la chaise vide, mais là, si on suit votre option, c'est carrément demander à l'opposition, ça y est, laissez vos Moi, je parle comme ça. Non, c'est pas une question de chaise vide, c'est une question de décision politique qui ne nous engage pas par rapport au processus complètement biaisé qu'on veut mettre en place. C'est clair. Mais avec une telle option, on va tout droit à un blocage et c'est créer le blocage. Si c'est vrai qu'on prête des intentions à Malumalu et à son équipe, donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire que Malumalu et son équipe vont revenir sur les textes qui existent, c'est-à-dire la Constitution en vigueur et tous les textes des lois qui organisent la CENI et qui nous permettent de projeter les élections crédibles sans modifier la Constitution. Très rapidement, on va le vérifier. On va vérifier très rapidement que non. Nous, on est là-dedans, ce n'est pas cette perspective-là qui est la nôtre. Voici ce que nous avons pris comme option
qui soit conforme à la Constitution et qui résolve les problèmes de légitimité. C'est comme si au niveau déjà de la conception même de cette loi ou de la CENI, il y a eu un problème à l'Assemblée nationale parce qu'on revient toujours à la case de départ avec cette guéguerre au niveau des composantes. C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. C'est comme si ce n'est pas ça. Madame, c'est pas ça le débat. Le débat est que nous souhaitons et nous voulons que, y compris le représentant de la majorité de la société civile et de l'opposition au sein de la CENI, fasse un travail collégial qui évite d'amener le Congo vers une crise politique certaine. C'est tout ce que nous demandons. Alors, l'alternance politique, c'est ce que vous cherchez. La révision constitutionnelle, c'est un faux débat. Voilà, au milieu de tout ça, c'est le CDR, un parti qui vient à peine de naître, pas qui lance ce que d'aucuns qualifient un pavé dans la mare. Tiens, il aura 115 candidats en 2016. Le CDR a un projet pour la République démocratique du Congo. Le CDR a une vision pour le Congo. Jean-Lucien Bussan, vous connaissez trop ambitieux. Ça d'ailleurs, vous a coûté votre poste au MLC. Attendez, celui qui fait la politique sans ambition ne vaut pas. Alors, qu'il fasse autre chose. Celui qui fait du business sans ambition d'être milliardaire n'a pas de place. Il ne réussira pas son business. Celui qui va à l'école sans ambition d'être le meilleur de la classe n'a pas de place. Celui qui fait la musique sans ambition de pouvoir s'imposer aussi bien dans le pays que dans le monde n'a pas de place. Il ne va pas aller loin. Comment on peut reprocher à un parti politique ou à une personne d'avoir de l'ambition? Un parti qui vient de naître et qu'on est à 2 ans et demi des prochaines élections présidentielles, c'est un peu précipité, anticipé. Il paraît que lorsqu'on présente une candidature au présidentiel la veille des élections, on dit que c'était trop tard. Il fallait s'exprimer tôt. Lorsqu'on indique la voie à suivre, que non, nous sommes créés comme parti politique, nous avons étudié les causes de la crise congolaise. Nous avons étudié et examiné pourquoi les Congolais continuent à croupir dans la misère, alors que le pays est potentiellement riche. Nous avons fait une analyse comparée pour se dire, mais qu'est-ce qui explique que le Congo, qui est potentiellement riche, ait le nombre le plus élevé de pauvres, que le Sénégal, qui est potentiellement pauvre, qui est moins riche en potentialité que le Congo, qui a le nombre de pauvres le moins élevé que le Congo. Qu'est-ce qui explique que le Brésil, qui en 90 est le pays le plus endetté de la Terre, alors que 20 ans après, c'est la 8e économie du monde? Qu'est-ce qui explique que la Chine, qui vers les années 70 était appelée pays du tiers-monde comme le Congo, aujourd'hui, la Chine, c'est la 2e économie du monde? Et qu'est-ce qui nous dit qu'une fois le CDR au pouvoir, pour arriver à changer les choses? J'en arrive. Qu'est-ce qui explique que la Corée du Sud, qui avait un niveau inférieur à la République démocratique du Congo en 60, devienne un pays industrialisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique que l'Afrique du Sud, qui était derrière nous en 60, soit de loin devant nous aujourd'hui? Lorsqu'on fait l'analyse à la fois systémique et une analyse en termes comparés, qu'est-ce qu'on retrouve comme élément? Le CDR dit la qualité du leadership au sommet de l'État impacte positivement sur l'efficacité des institutions, et des institutions efficaces produisent la bonne gouvernance qui devient un système de gestion, et un bon système de gestion produit le bien-être pour tous. Et vous incarnez cette leadership-là, cette qualité-là. Le CDR offre aux Congolais un nouveau leadership de qualité qui va naturellement résoudre les problèmes que nous avons, qui n'est pas un problème qui date d'hier, c'est un problème que nous avons depuis les années 60. La qualité, la détermination, la vision, la pratique du leadership. C'est pas un peu démagogue de votre part quand on sait qu'on a toujours été dirigé par des professeurs, par des docteurs, et vous venez, vous remettez en cause la qualité du leadership. C'est pas ça le débat. C'est pas le fait d'être professeur d'université qui vous donne la vision et la détermination qu'il faut pour améliorer la gestion d'un État. Pas du tout. J'ai dit que le monde a connu des leaders qui ont transformé complètement le monde. Le Brésil a connu Lula après des années de crise. C'est un syndicaliste qui est venu tout changer. Il a placé le Brésil sur l'orbite de pays industrialisés. Et on peut multiplier des exemples à travers le monde. N'est-ce pas? Le débat n'est pas celui-là. Le Congo a le potentiel des élites capables de pouvoir sortir parmi eux un leadership de qualité qui met en place un système de gestion efficace et qui permet
d'améliorer la gouvernance. L'actuelle, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. La gestion actuelle, on voit qu'il y a un taux de croissance, on flirte avec un taux de croissance à 2 chiffres, il y a la stabilité du cadre macroéconomique, il y a le taux d'inflation qui est en baisse, c'est-à-dire il y a quand même un progrès qui est en train d'être fait. La finalité, madame, la finalité d'une politique économique, la finalité de l'action d'un pouvoir, je ne cesserai de le dire, c'est de satisfaire les besoins des citoyens. Question. Bon, attendez, mais il y a des pays qui ont fait 10 ans qui se sont lancés très loin. Pourquoi le Congo veut-il prendre des références médiocres chaque fois? Je vais vous énumérer quelques problèmes des citoyens congolais qui me suivent. Les fonctionnaires à 80 $ le mois, alors que le revenu national a augmenté. Il a été multiplié par 5. Entre 2004 et aujourd'hui, il a même été multiplié par 7. Le salaire du fonctionnaire, c'est 80 $. En face de cela, là où vous dites que l'inflation est maîtrisée, c'est très bien. On ne peut pas en discuter, les chiffres sont là, n'est-ce pas? Mais en face de cela, les cartons des chinchards, les prix des biens et services sont multipliés par 4. Entre 2000, on peut dire, même 97, toujours du départ de Mobutu, à aujourd'hui, les prix des produits alimentaires de base ont été multipliés par 4. Pendant que vous me dites, et les chiffres nous le disent, que le PIB, donc le revenu national, a été multiplié au moins par 5. Qu'est-ce qui explique que les cartons de chinchards, qui est importé à moins de 15 $, livré Matadi, puisse coûter 80 $ à Kinshasa? Même si les bénéfices de l'opérateur économique étaient à 100%, même si l'impôt était de 100%, même si les transports coûtaient 100%, vous ne pouvez pas en aucune manière arriver à 80 $. Lorsque livrer Matadi, c'est 15 $. Les fonctionnaires à 80 $, les policiers, le militaire, le huissier, les derniers des fonctionnaires. Ok, mais les cartons de viande Kappa, c'est pas de la bonne qualité d'ailleurs, ils vous coûtent 149 $. Ça, c'est le prix de chambre froide de Kinshasa. Dites-moi, quel jour le fonctionnaire mangera-t-il de la viande? Troisième, et ça c'est du côté nourriture, l'accès aux soins de santé de qualité. Non, de ce côté-là, il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a le cinquantenaire, l'hôpital du cinquantenaire, il y a les équipements qu'on est en train de réhabiliter, les différents centres, hôpitaux de référence. Mais le CNR ne vous dit pas qu'il n'y a rien qui est fait. Le CNR vous dit ce qui est fait est en deçà de ce qui devait être fait au regard de moyens disponibles. Mais on ne peut pas tout faire en un clin d'œil. Attendez. Si vous avez 100 $, vous savez que vous pouvez acheter par exemple 20 rames de papier. Il y a tellement de priorités. Attendez, je donne un exemple simple. Vous avez 100 $. Vous savez qu'avec 100 $, je peux avoir 20 rames de papier. Mais si quelqu'un vous achète que 2 rames, vous applaudissez avec 100 $? C'est ça le problème des citoyens. Et c'est ça que nous considérons c'est le vrai défi à relever. Au lieu de passer le temps à chercher les dispositions constitutionnelles à modifier, il faut passer un peu plus de congrès et de conclaves à poser la question sociale. Comment nous faisons pour que nos citoyens sortent de la misère qui les accable et qui les tue tous les jours? C'est là l'enjeu du pouvoir. Et c'est pour cette raison que le CNR a des propositions claires et cohérentes, capables de pouvoir permettre à ce pays de se lancer très vite. Alors Jean-Lucien Boussa, on va très bientôt terminer. Juste un mot aux téléspectateurs qui vous ont suivi aujourd'hui. Je voudrais dire à tous les Congolaises et Congolais qui nous suivent qu'il y a un parti politique qui s'appelle le CDR. C'est un parti politique qui se veut démocratique et moderne. Ce parti rassemble les Congolais de tous bords. Et ils sont très nombreux à partager le projet et la vision du CDR. Ces partis voudraient considérer que le pouvoir n'a pour vocation, pour ces partis, le pouvoir n'a pour vocation et finalité que de résoudre les problèmes des citoyens. Le pouvoir n'a pas pour vocation de servir les oligarchies au pouvoir. Et le CDR dit aux Congolais que le changement est possible face aux potentialités immenses que regorge la République démocratique du Congo et à sa population estimée seulement à 70 millions d'habitants. 70 millions d'habitants seulement. Il y a des grosses opportunités
de développer le pays très rapidement et de résoudre les problèmes de nos compatriotes, dont la plupart ont choisi la voie de l'exil ou la voie de la résignation. Le CDR voudrait donc dire qu'il y a un parti capable de pouvoir prendre le pouvoir de main et d'assurer un développement rapide et harmonieux du Congo. Il est capable de pouvoir remettre la dignité du peuple congolais. Et ces partis ne fondent pas son action sur un leadership messianique. Non, il fonde son action sur un leadership décomplexé, visionnaire, déterminé, pragmatique, capable de concilier les intérêts du Congo et les intérêts des autres nations. Et saisir les relations que nous avons avec les autres nations comme l'opportunité de pouvoir développer la République démocratique du Congo. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, mieux encore de nous avoir reçus chez vous. Je remercie également les téléspectateurs qui étaient nombreux à nous suivre et comme je l'ai toujours dit, gardons cette interactivité. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro avec un autre invité. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.